compte pas sur les autres parce que les autres ils ont d'autres choses à faire et soit tu vas payer très cher, mais toi tu vas rien apprendre. Je me chie dessus littéralement avant chaque concert. Et des fois je me dis même avant les concerts, je dis mais pourquoi je fais ça? Ça n'a aucun sens. Je déteste avoir ce sentiment de pression et tout machin. Je me dis mais il faut juste que j'arrête la musique, c'est horrible. Tu me l'as dit, tu travailles aussi à côté. C'est compliqué ou pas de travailler en même temps de faire des sons? Est-ce que tu arrives au moins à dormir bien Ouais, ça dépend. Les veilles de sortie, tu dors un peu moins. Quand tu prépares des concerts, encore moins. D'avoir 200 personnes qui chantent tes morceaux en chœur. Oui, je pense que ça va être... c'est des frissons. C'est des frissons. T'es à la maison et il n'y a pas plus beau en fait. C'est une harmonie avec toi et le public. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et ce tout nouvel épisode de Témoins du jour. Et aujourd'hui, nous accueillons Serum, alias Romain Plumet, jeune rappeur originaire du Jura. Salut Serum, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va hyper bien mec. Et ben voilà. Et aujourd'hui, donc, on va parler de toi, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, ce que tu fais, de ta passion de jeune rappeur. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi c'est Serum, chanteur, rappeur jurassien. Ça fait 5 ans que je fais de la musique à peu près. Et je fais de la musique qui s'apparente à un peu de la nouvelle pop aujourd'hui. Donc mes influences, ça peut être du Zedju de Pavarotti à du Seven O Shake pour le côté américain. Et voilà, enfant de Dole. Et aujourd'hui j'essaie de vivre de ma passion du coup. Ok. Et donc, quand tu étais plus jeune, la musique, elle est venue comment dans ta vie? C'est quelque chose de présent dans ta famille ou c'est venu un peu plus tard? Ouais, c'est un truc assez présent dans ma famille. Moi, ma mère faisait du piano, ma sœur fait du piano également, même mon grand-père faisait du violoncelle. Toute ma famille fait de la musique, donc en fait, nous, quand on est arrivé à un âge où on pouvait taper sur un triangle, on a commencé en fait à en faire. Déjà à la maison, après on avait une musicale. Et après, du coup, ma mère nous a mis au conservatoire. On n'a même pas trop demandé elle nous a demandé notre avis, mais elle a dit tu veux faire quel instrument? J'ai pointé un instrument du doigt, c'était de la clarinette. Elle m'a dit bah vas-y, tu vas faire de la clarinette, tu vois. Donc c'était vraiment pas obligatoire, mais disons que c'était naturel quoi. Ouais, et puis t'as bien aimé aussi. Ouais, complètement. J'ai trop kiffé. Et après, on est même allé moi j'ai fait classe horaire aménagée. Donc au collège, j'avais moitié du temps, j'étais en cours, moitié du temps, j'étais au conservatoire. Ah oui, d'accord, ok. On peut faire ça alors. On peut faire ça, ouais, au collège de l'Arc. Représente. Et à quel moment la musique est devenue quelque chose de vraiment important pour toi? Ça a commencé à être vraiment important pour moi, en vrai, quand je suis parti de Dole, que j'ai arrêté le conservatoire et que j'en ai pas fait pendant genre 10 ans. Et après ces 10 années, tu vois, ça m'a tellement manqué que je m'y suis remis et je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. C'est ça. Parce qu'en fait quand j'en faisais avant au conservatoire, je me disais pas que ça me manquait parce que j'en faisais. Et c'était important dans le sens où c'était trop bien de faire de la musique, mais c'était vraiment un passe-temps entre guillemets. Alors qu'après c'est devenu une passion. Donc. Et donc quand tu étais plus jeune, est-ce que tu t'imaginais un jour de devenir artiste? De faire des salles de concert, etc. Non, jamais. Non, en vrai, je me suis jamais dit que j'allais être chanteur dans ma vie. Je m'étais juste dit, mon rêve d'enfant c'était de faire des pubs, d'être comédien pour des pubs. Ah oui, ok. Donc, rien à voir. Rien à voir, oui. Donc l'acting en fait, déjà quand j'étais petit je voulais le faire, mais la musique pas du tout. Donc c'est après en fait quand la musique ça a été devenu ma passion que j'ai imaginé pouvoir en faire un métier, mais avant jamais. Et donc maintenant qu'on a parlé de ton enfance et de comment la musique est vraiment entrée dans ta vie, on va parler de ce que tu es devenu aujourd'hui. Déjà, donc, ton nom de scène c'est Serum. Comment t'es venu l'idée de ce nom d'artiste? Bon, alors, Serum, c'est en fait à la base, moi j'avais commencé par faire de la musique parce que ça me faisait énormément de bien. Donc c'était quelque chose de cathartique. Donc il y avait ce jeu de mots avec le sérum médicinal en fait, tu vois, physiologique qui va soigner. Donc le côté, en fait je fais quelque chose qui me plaît parce que ça me fait du bien. Je l'associe à un sérum un peu médicinal. Et puis après, il y a ce côté CD-ROM, tu vois, qui est en fait, moi je suis un enfant d'internet, j'ai grandi avec les CD-ROM, j'ai grandi avec les ordinateurs, je faisais ma musique par ordinateur, j'ai tout appris avec internet, donc c'était en lien. Et en plus de ça, Serum, mon prénom c'est Romain, donc il y a ce côté, voilà, Serum, 3 jeux de mots, tu vois. D'accord. Et donc, comment tu as commencé à écrire et à faire tes premiers morceaux?
Est-ce que tu avais déjà une idée de DA, donc direction artistique ou pas du tout? Non, quand j'ai écrit, c'était juste, je racontais ce que tu vois, ce qui se passait autour de moi. J'ai commencé à écrire mes premiers morceaux, j'étais au lycée. Et à la base, mes tout premiers morceaux que j'écrivais, c'était pour clasher mes potes. Ah oui, ok. Parce que, pas du tout. ouais, parce qu'en fait, il y avait les rap contenders à l'époque. Les rap contenders, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, je vois pas ça. C'est une époque où en fait, tu vois, Eminem qui a envoyé ça un peu en France, mais Ouais. c'est des gens qui se retrouvent généralement dans un lieu, dans une cave, avec deux contenders, donc deux personnes qui s'affrontent, deux MC. Et en fait, ils doivent se lancer, Ah oui, ils doivent rapper en fait, te clasher. Des punchlines, ok. Des punchlines. Ok, oui, Et en fait, après, c'est le public qui va dire, qui va valider Ouais, ou pas avec enfin, tu vois, avec les applaudissements ok. et tout. Et puis après, t'as un jury. Et en gros, moi, enfin, c'était vraiment la mode des rap contenders dans les années 2000. J'ai dit je vais pas dire de conneries, mais quand j'étais au lycée, donc 2012, tu vois. Ok. C'est d'ailleurs ça qui a fait monter Nekfeu un peu à l'époque. J'achète des sapes de malade, toi tu restes au puce. T'es plus rincé qu'une salade dans un resto de luxe. Et à cette époque-là, tout le monde regardait ça, c'était le truc, tu vois. Moi, j'étais fan de Jazzy Bass et de fait, j'écrivais des punchlines et en soirée avec des potes, on se les lançait en fait. Ok. C'était celui qui va écrire les plus belles punchlines. Oui, ok. Et on mettait une vieille instru, tu vois, on buvait 2-3 coups et après. Ouais, c'est une belle soirée. Ouais, c'est ça, on s'envoyait un peu les punchlines. Du coup, j'ai vraiment commencé à écrire pour clasher mes potes. Ok, d'accord. Ah oui, ça a commencé comme ça. C'est ça. Et après, ça les a fait gaulerie. Et moi, j'avais des vannes qui étaient meilleures que les autres. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais écrire autre chose. Ouais, Puis, t'arrives à écrire, t'as ouais. peut-être cette simplicité aussi. Ouais, c'est ça. Toutes les personnes, quoi. Puis j'avais le sens du rythme plus que les autres parce que forcément, Oui, j'avais t'as- fait le conservatoire. Et mes potes, non. Ouais. Donc, forcément, j'avais des facilités aussi. Ouais, ça avec t'a ça. aidé aussi. Ouais, complètement. Même si c'est complètement différent, t'as réussi à comme Ah oui, trouver oui. des ficelles pour. Ouais, c'est sûr. Non, mais en vrai, ça reste de la musique. Donc, Ah en bah gros, le rythme, j'en entends du coup depuis que je suis petit. Donc, je sais caler mes mots et mes phrases par rapport au rythme, alors que j'ai Ouais. des potes qui peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, j'étais surpris. Je pensais que c'était inné, en fait, pas du tout. Et donc, tu te souviens de ton premier morceau que tu as enregistré et Ouais. partagé, c'est lequel? Ah, le premier morceau que j'ai enregistré et diffusé, c'est pas les mêmes. Oui, non, c'est pas la même chose. Mais disons que celui que j'ai enregistré et diffusé, c'était Tarla Night. C'était un morceau qui s'appelait comme ça, qui est sorti en 2020 sur YouTube. Et c'est un morceau que j'avais écrit du coup, en fait, j'avais compris comment fonctionnaient les logiciels un peu de mix et tout. Donc j'avais enregistré ma propre voix, j'avais tout fait ça à la maison. Et j'étais allé voir un pote pour créer ce clip-là avec des images de YouTube. C'était des images d'un Ok. animé. Et j'avais posté ça sur les réseaux, sur YouTube, et j'avais dit à personne que je faisais de la musique. Ah, ok, non. Donc en gros, quand je l'ai posté et que j'ai dit regardez les gars, j'ai fait un truc, tout le monde était grave étonné que j'ai fait Ah. ça. Mais comme j'ai eu plein de retours positifs, en fait, je me suis dit vas-y. Ouais. Et donc, tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais quel artiste ou quelle musique t'ont le plus influencé dans ton parcours ou dans la manière d'écrire un texte pour toi? Pour écrire un texte, je dirais aujourd'hui, en vrai, je m'inspire beaucoup parce que j'ai écouté beaucoup Orelsan. Et donc, je m'inspire beaucoup de son écriture parce que je trouve qu'elle est tellement forte, elle est tellement simple. Basique. Ok. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Mais à la fois, c'est tellement dur d'être simple, tu vois. Donc, Ouais. c'est une leçon. À chaque fois que j'écoute, je me dis putain, comment il a fait pour écrire ça si simplement. Et je vais empiéter sur la question, pas forcément en termes d'écriture aussi, mais en termes de mélodie. Un gars qui s'appelle du coup Zedjun Pavarotti, où j'en ai déjà parlé, qui lui m'a beaucoup inspiré, qui fait des mélodies fabuleuses. Et comme moi, j'étais vraiment touché, plus limite des fois par la mélodie que par le texte. Vraiment, j'écoutais des artistes qui avaient des mélodies de fou et j'essayais de les reproduire, quoi. Donc aujourd'hui, tu as déjà sorti plusieurs morceaux et projets. Donc j'aimerais parler un peu de ta musique quand même. Ouais. Et, tu as sorti plusieurs singles et EP. Déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la différence, c'est quoi un EP, c'est quoi un single? Un EP, c'est ce qui est plus qu'un titre. C'est-à-dire quand tu sors un EP, tu sors minimum 2 titres. Ok. Donc ça va entre 2 à 7 titres, tu vois. 7 à 8 titres. Après, à partir de 10 titres, on commence à parler d'album, Ok. dans l'idée. D'accord. Et un single, c'est un morceau que tu sors. Ok, c'est un single, ok. Un morceau. Et donc quand tu travailles sur un projet musical, hein, que ce soit un EP ou que ce soit un single, combien de temps ça te prend entre l'idée et la sortie de la musique?
Bah en fait, du coup, c'est des stratégies différentes. Quand tu sors un single, en soi, ça peut aller très rapidement. Par exemple, je peux avoir fait, on va prendre le dernier exemple de Je pars et reviens. J'ai fait une première version de ce morceau en août. Donc il y a minimum 6 mois, tu vois. Oui, quand même. Mais un album, ça peut être des morceaux qui datent de 1 an et demi en fait. Ah oui. Parce que quand tu réfléchis à un album, tu réfléchis à une cohérence, tu réfléchis un peu long terme. Et donc le temps que tu fasses tous les morceaux, ça se trouve le premier morceau que tu as enregistré pour cet album-là, ça fait 1 an que tu l'as fait, tu vois. Un fil rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ça peut être vraiment rapide. Ça se trouve demain, je vais en studio, je fais un morceau, il me plaît, on a envie de sortir un morceau très très rapidement, on le sort 1 mois après. Et puis ton studio se retrouve ici à Dole ou pas du tout? Alors, je bosse avec un studio à Paris. Ok. Mais moi, sinon, toutes mes maquettes, ce qu'on appelle des maquettes, c'est des morceaux que je fais de mon côté qui sont pas finis. Je fais tout chez moi. Donc ça peut être à Dole, ça peut être chez mes grands-parents dans le Jura, ça peut être chez moi à Paris. J'ai pas de lieu quoi, parce qu'en fait je travaille depuis la maison. Enfin, je fais presque tous mes morceaux à la maison quoi. Ok, ouais. Parce que tu peux pas vraiment faire ça dans ta chambre. Bah en fait, en studio, tu as des vrais instruments, donc ça change. Et puis j'aime bien aussi confronter mon idée à plusieurs cerveaux, donc on est plusieurs à bosser dessus. Ouais, bah oui. Et tu fais aussi, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des séminaires ça aussi, non? Ouais. Où tu passes une semaine par exemple à la campagne pour créer des sons. Ouais, ça, tu l'as déjà fait ça? Ouais, plein de fois, mais enfin plein de fois, 2 fois. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais je fais, en fait là, la prochaine étape, normalement là je faisais que des séminaires et j'en fais souvent seul en fait. C'est-à-dire que je vais, moi je m'isole pendant 5 jours. La dernière fois c'était, pour Je pars et reviens, j'avais fait justement ça où j'étais allé dans la maison de mes grands-parents, j'étais allé tout seul, il n'y avait personne. Et j'avais mon piano, mon synthé et j'ai commencé, j'ai composé là-bas. Bah oui. Et après, on a peaufiné tous ces morceaux-là à Paris. Et du coup là, j'aimerais bien faire un séminaire avec du coup les deux qui m'accompagnent, Edwin et Mappleback, où là on fera un séminaire où on fait je sais pas combien de sons en 5 jours et on voit. Et tu penses y arriver à faire, tu penses faire combien de sons à peu près si tu fais ça à séminaire? Si on bosse bien et si c'est 5-6 jours, franchement on peut faire de morceaux finis, je sais pas, mais en tout cas on peut commencer une bonne dizaine de morceaux. Ah oui quand même, on peut en faire autant. Ouais. Et est-ce que tu arrives à en vivre ou pas de ta musique? Est-ce que tu as des revenus par rapport aux concerts, par rapport aux musiques que tu fais? Non, j'en vis pas, clairement j'ai un travail à côté. Donc ouais, ça demande pas mal d'investissement quand même à côté du travail. Ouais, bah oui. Mais j'ai quand même des revenus qui tombent de la musique, donc tu vois, avec les plateformes de streaming, plus les concerts. Donc ce qui est fou, c'est que là en ce moment, je paye 0 € de ma poche pour faire de la musique. Ok, oui. Donc tu vois, c'est dingue. Bah oui. Et donc, on va revenir sur les sons. Donc, quelles sont les étapes par lesquelles tu passes pour écrire un son? Il me faut un thème. Généralement, je note en fait plein de trucs dans mon téléphone, dans la vie de tous les jours, tu vois. Bah oui. Et puis quand j'ai envie d'écrire, alors soit ça va être le morceau, tu vois, je commence à composer, tu vois, des notes de piano et je vais me dire ok, ça m'inspire un thème. Soit je me dis ok, j'aimerais bien parler de telle ou telle chose. Comment je pourrais l'aborder? Et peut-être en mettant une nappe de synthé au début, après peut-être avec des rythmiques. Donc voilà comment ça commence. Et puis généralement je fais un yaourt sur une composition que j'ai faite. Tu vois, donc je vais chanter des mots qui n'ont aucun sens. Pour juste trouver une mélodie, et puis après mettre des mots dessus pour finir le morceau. Ok, d'accord. Et donc alors, quand on écoute tes morceaux, tu parles beaucoup de nostalgie, aussi beaucoup d'enfance. Pour toi, c'est vraiment une manière de s'exprimer, de t'exprimer sur tes morceaux? Ouais, complètement, parce que je pense que quand tu grandis, tu prends beaucoup de recul sur ce que tu as vécu et tu les as digérés en fait, donc tu es mieux à même d'en parler. Et c'est des choses qui m'inspirent énormément parce qu'en plus, maintenant je suis loin de ma famille. Et ça me rattache à eux aussi de cultiver un peu ces souvenirs-là. Surtout ça, sur ta dernière musique, tu parles vraiment de cette séparation. Ouais, complètement. Que tu as eu aussi. Ouais, dans Je pars et reviens, je parle du fait que ma vie réelle, ma vie maintenant, c'est que je suis à Paris et que je fais des allers-retours dans le Jura et que en fait, comme je fais beaucoup de musique, je suis parti pour mon rêve entre guillemets et que du coup, c'est toujours des échanges ou des week-ends qui sont courts.
ça peut être 2 jours, 1 jour, et c'est des coups de vent, c'est juste coucou, ça va, on mange ensemble, on essaye de profiter le maximum, puis après je m'en vais quoi. Mais pour le coup, c'est ce que je vis vraiment maintenant, tu vois. Il n'y a pas trop de nostalgie dans celui-là, entre guillemets, parce que c'est littéralement ce que je vis avec eux quoi. Et donc bon bah on a parlé de la musique, c'est aussi la musique, le contact avec le public. Et tu as déjà eu l'occasion de faire plusieurs scènes. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier concert et comment ça s'est passé? Mon tout premier concert, c'était au Emergenza Festival, dans une salle qui s'appelle le Backstage, vers Pigalle. Donc en fait, il y avait un organisme un peu frauduleux qui faisait un festival. Et en gros, le festival, c'était un espèce de tremplin qui permettait à plein d'artistes de performer pour ensuite, après 3 étapes, tu vois, donc tu as 3 concerts à faire, tu pouvais potentiellement jouer dans un gros truc en Europe. Et en fait, eux, ils acceptaient tout le monde. Donc moi, bon, au final, ça m'allait parce qu'ils prenaient n'importe quel artiste. Même si tu n'avais jamais fait de scène, tu pouvais t'inscrire et tu pouvais jouer. Et du coup, moi, j'avais sorti un EP et j'avais envie de me produire sur scène avec cet EP-là. Et ensuite, on a tout filmé avec Antoine, là, qui est mon acolyte qui me suit depuis le début. Il a tout filmé mon premier concert et c'est grâce à cette scène-là, quand il a filmé, qu'on a pu envoyer cette vidéo-là à d'autres festivals et d'autres concerts pour pouvoir se produire. Ouais. C'est ça qui t'a aidé à aller plus loin. C'est ça, et grâce à ça, j'avais fait le Delta Festival, qui est là pour le coup un énorme festival à Marseille. C'était ma 3e scène et c'était le Delta, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça change pour toi de jouer un morceau sur scène, devant un public, par rapport à l'avoir enregistré en studio? L'interprétation est différente en fait. Déjà, par exemple, quand tu as des morceaux qui bougent un peu plus, tu mets plus d'énergie sur scène, il faut que ça soit encore plus communicatif. Et puis, c'est très différent parce que quand tu enregistres tout seul, c'est un côté très introspectif. Et en plus, presque tous mes morceaux sont très introspectifs. Donc, ce qui va changer, ça va être l'énergie que j'ai sur le moment en fait, qui va être différente. Sur scène, c'est plus un côté un peu grande fête où j'ai envie de interpréter au max, donc ça peut être donner plus de voix, etc. Plus une performance, alors que ça va être un peu plus intime quand j'enregistre derrière le micro. Tu vois. Donc alors tu as aussi eu l'occasion de monter sur des scènes importantes, de partager des scènes avec d'autres artistes et de faire les premières parties. Par exemple, tu as fait Nuit Incolore, Houston, Victorien. Comment tu vis ces moments-là? C'est mes moments préférés de l'année, je crois. C'est à chaque fois des rendez-vous qui sont c'est d'une extrême joie. C'est en fait beaucoup de préparation en amont parce que forcément en fait t'es pas devant ton public, donc il faut bosser. Et en plus de ça, c'est généralement des plus grandes salles en fait, même tout le temps des plus grandes salles. Moi, le maximum que j'ai rempli, c'était 200 places à Paris. Là, du coup, Nuit Incolore, c'était 800 personnes. Et récemment, j'avais fait Luigi PK à Auxerre, où là, c'était 500, et Houston à Nantes, c'était 1200. Donc du coup, en fait, c'est un petit stress quand même. Et ouais, je prépare ça avec beaucoup d'assiduité. Et c'est vrai que c'est des très bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ma musique, tu vois. Donc je le vis déjà avec une certaine reconnaissance. Et on donne le maximum. Et du coup, je travaille avec mes 2 musiciens. On se voit minimum 2-3 fois avant. Moi, je répète dans ma chambre avant aussi. Et comme ça, on arrive, on est prêt pour 30 minutes de show. Et comment ça se passe? Comment tu arrives à, par exemple, contacter Victorien pour pouvoir faire sa première partie, ou c'est lui qui vient, par exemple, t'appeler Moi, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Valentin, qui est mon manager. Et qui en fait, ça va être lui qui va s'occuper de tout ça, d'aller contacter les personnes, de voir potentiellement s'il y a des liens à se faire. Quand ma musique ressemble en fait, peut avoir un lien avec la musique de l'artiste principal. Donc ça va être lui qui va s'occuper de démarcher, même si moi je le fais aussi de mon côté, mais quand c'est l'artiste, ça a moins de poids. Donc je préfère que ce soit lui qui le fasse, surtout qu'il a plus de contacts que moi. Donc généralement pour les premières parties, c'est beaucoup de contacts en fait. Tu peux essayer de démarcher toi-même, franchement ça marche, moi en tout cas j'ai essayé de le faire. Mais il y a moins de retombées quand c'est toi qui le fais. Et c'est beaucoup d'énergie que quand en fait ça va être ton manager qui lui s'en occupe, qui est dédié à ça. Donc voilà, ça va plutôt être lui. Beaucoup plus professionnel aussi, je pense. Ouais, complètement en fait. Puis lui va approcher la boîte de production. C'est pas forcément l'artiste en question, mais ça peut être la boîte de production qui en fait organise le spectacle.
Et aussi, il y a des personnes dans la région, tu vois, je disais la SMAC du Jura, qui elle aussi peut m'aider à trouver des premières parties, ou certains tourneurs à Besançon qui peuvent m'aider aussi. Donc, est-ce qu'il y a une scène ou un concert qui t'a particulièrement marqué jusqu'à aujourd'hui? Bah ouais, ça va être la Boule Noire, mon premier gros concert en tête d'affiche à Paris. Où là c'était devant 200 personnes, mon public, avec un show qui avait été fait en résidence, donc tu vois on avait préparé ça avec un ingénieur lumière, avec un scénographe, avec mes techniciens à moi, techniciens son, lumière, plus du coup mes musiciens. Donc ça c'était une grosse préparation de bien 4-5 mois, Ah oui, voire plus en fait parce que j'avais commencé à bosser un peu avant les morceaux un peu exclusifs. Donc ça c'était un souvenir magnifique parce qu'on avait tout pensé, beaucoup de travail, une reconnaissance infinie de la part des gens qui étaient là en fait, donc tu vois, d'avoir 200 personnes qui chantent tes morceaux en chœur. Oui, je pense que ça va être... c'est des frissons. C'est des frissons. T'es à la maison et il n'y a pas plus beau en fait, c'est une harmonie avec toi et le public. Et pour le coup, c'est mon plus beau souvenir de scène pour le moment, tu vois. Et derrière cette Boule Noire, il y a quand même une histoire assez touchante aussi. Que tu as fait transmettre sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Tu peux nous le raconter un peu J'ai raconté l'histoire de ma grand-mère, qui elle était résistante, donc elle habitait en région Bourgogne-Franche-Comté, elle habitait à côté de Besançon. Okay. Et elle, du coup, elle était en zone libre, et du coup elle devait passer en zone occupée pour faire passer des faux papiers. Okay. Et donc j'ai pris un peu cette référence-là de courage et de pas vouloir se laisser marcher dessus par la vie. Je me suis dit, moi non plus, j'ai pas envie de me faire marcher dessus par la vie, donc qu'est-ce que je vais faire? Et je vais aussi me dépasser et faire cette grosse première scène pour moi, parce que la musique, c'est ce qui me permet de m'échapper de mon quotidien, et du coup, tenter le tout pour le tout, et je voulais, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti un peu comme elle, en vélo. Donc elle le faisait en vélo, ses allers-retours, pour livrer des faux papiers. Donc moi, je l'ai fait, je suis parti du Jura, de Dole. Et je suis allé jusqu'à Paris en vélo. Donc c'était aussi un peu la démarche le défi et l'hommage aussi à ma grand-mère en disant toi tu t'es dépassé entre guillemets en faisant ça. Évidemment c'est incomparable parce que toi tu pouvais juste mourir en fait sur le chemin. Moi à la rigueur je pouvais peut-être me fouler un muscle. Mais tu vois c'était un clin d'œil et lui dire je me dépasse aussi et je pars du Jura et je vais prouver que en fait dans la musique et à Paris j'ai ma place et je plante mon drapeau là-bas en faisant la Boule Noire, tu vois. Et tu es allé avec qui? Tu es allé avec un pote? Avec du coup mon meilleur pote Antoine qui filme tout, qui a tout filmé le trajet. Et on a sorti des vidéos de ce périple-là qui sont... réseaux sociaux, etc. Ouais, c'est ça. Et tu y allais combien de temps avant ton concert? Tu y allais avant quelques jours ou vraiment le jour même Non, en fait, je voulais y aller le jour même, mais je me suis dit, c'est casse-gueule en fait, parce que si jamais il y a une merde, je sais pas, le vélo il crève ou quoi, et en fait on peut juste pas assurer le show, donc un peu con d'avoir bossé 6-7 mois à l'avance pour arriver et de se dire qu'on va pas pouvoir le faire parce que le vélo il est pété. Donc on l'a fait un peu en amont, un mois avant. Un mois à avance pour se dire on est large. On est là, on est large et on est là maintenant à Paris. Et on va pendant un mois du coup je suis allé chercher tous les éléments de scénographie, etc. Ça, j'en ai profité pour rester là-bas. Et donc, alors, quand tu montes sur scène, qu'est-ce que tu ressens juste avant de commencer? Et est-ce que tu pratiques des exercices sur ta voix ou sur ta respiration avant de monter? Ouais, avant de monter, exercice de voix, toujours. Je me chauffe la voix sans vraiment chanter. Ça va plutôt être des exercices de gorge, de commencer à chauffer les cordes vocales. D'articulation aussi beaucoup, parce qu'en fait, avec le stress, il peut y avoir un peu de salive et puis tu vois un peu la gorge sèche, etc. Donc, bien faire des exercices d'articulation, respiration aussi beaucoup, parce que pareil, avant, comme tu stresses, le cœur il va à 1000, donc essayer de se calmer. Et puis je fais toujours un truc, c'est que je répète mon premier morceau, les paroles, ma première phrase du moins, et je me fais tout le morceau parfois, pour juste pas oublier, pour que quand tu arrives sur scène, t'aies pas un gros blanc, parce qu'il ne faut pas louper l'entrée ni la sortie, et du coup voilà, faut faire attention à ça. Et avant juste de monter sur scène, c'est stress, c'est vraiment tunnel, donc c'est-à-dire que moi je pense plus à rien, je fais le vide dans ma tête et je me mets comme un boxeur avant de monter sur le ring, tu vois, préparation mentale, hyper concentré et voilà. Ok. Puis à chaque fois c'est vraiment, et dès que tu montes sur scène là, le stress il redescend ou c'est quand tu commences ta musique En vrai, je le gère de mieux en mieux, mais
Avant, c'était au bout de 3 morceaux même qui partait le stress. Ah oui, Donc là, généralement, c'est après le premier couplet, c'est bon. C'est Ouais. passé. c'est facile. Mais ouais, avant, j'avais un peu de mal à me mettre dedans. Tu sais, t'es dans ta tête, t'es Ouais, dans ton oui. stress, ça peut te bouffer, quoi. Donc, Mm. c'est plus t'appréhendes le stress, en plus, plus tu stresses. Ouais, en plus. Donc là, j'essaye de me laisser un peu tranquille avec ça et je me fais confiance, en fait, maintenant. Ouais, c'est ça la confiance. C'est bon, j'ai fait Confiance en plus de toi. 30 scènes, je sais Ah oui. je sais chanter devant un public, donc Mhm. maintenant, je me laisse tranquille et je déroule. Alors j'aimerais revenir sur ta musique parce que j'avais une question. Quand quelqu'un découvre ta musique pour la première fois, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressente? C'est une belle question, ça. Hein. Qu'est-ce que je voudrais que ressente quelqu'un? Bah, en vrai, de l'apaisement, tu vois. Quand Ouais. je l'ai fait, comme c'est pour moi un peu cathartique, j'aimerais que ça soulage la personne qui l'écoute. Donc ça veut dire que ça, qu'elle se sente concernée, en fait, enfin, qu'elle s'identifie à ce que je peux raconter, parce que c'est des histoires qui sont personnelles. Donc Ouais. si elle peut s'identifier, c'est trop bien. Et si elle s'identifie, j'espère que ça peut la canaliser et en tout cas l'apaiser sur certains points, tu vois. En fait, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent bah, j'ai écouté ta musique et ça m'a aidé énormément dans des épreuves que je traversais. Ouais, Et ça, en vrai, c'est un des plus beaux compliments parce Ah que d'aider les gens, c'est, je crois, la meilleure des façons de Mm. rendre tout ce qu'en fait les gens me donnent au concert ou même, tu vois, quand ils écoutent mes morceaux. Donc ouais, ce serait ça. Ouais, ce qui t'a aidé. En plus, bah, la musique, elle parle, je pense, à pas mal de monde aussi. C'est ça qui a fait que ça a joué sur la balance. Ouais, c'est ça. C'est plein de gens qui me disent mais je vis exactement ça avec mes parents. Enfin, c'est dingue. Moi, je pensais pas du tout que mon histoire de revenir dans le Jura, voir mes parents et de repartir et de voir que parfois ils ont changé en fait entre le laps de temps où je les ai vus, allait toucher autant de gens. Et j'ai même des messages en italien, des gens qui me disent bah je suis franco-italien, je rentre voir ma famille en Italie et en fait j'ai exactement ce même ressenti. Et en fait, ouais, je pense qu'elle a parlé beaucoup à beaucoup de monde. Et honnêtement, du coup, avec le recul, je me dis qu'il y en a peu qui en ont parlé. Et c'est vrai que j'ai jamais entendu un morceau qui parlait de ce phénomène-là, en fait. Quand tu construis ta vie loin de chez tes parents et que tu reviens, tu vois, et tu vois ce qui a changé. Et alors, à Dole, on a la commanderie. Est-ce que tu rêves un jour de pouvoir aller oui. sur cette commanderie Mais oui, bien sûr. J'avais même demandé des premières parties à la commanderie et j'avais pas pu les faire. Ouais. Mais ça serait. J'ai jamais joué là-bas, donc ça serait dingue. Ouais. Encore jamais. Ça serait vraiment dingue. Et je vais essayer aussi d'être programmé au mardi d'été à Dole. Oui. Il y a des mardis d'été avec plein d'animations. Je les avais faites. Donc la ville de Dole me l'avait bien rendu en 2022. Elle m'avait permis de jouer sur la place du 8 mai. Et du coup, là, ça serait magnifique qu'en 2026, 4 ans plus tard, je puisse rejouer. Ouais. Donc je vais essayer de voir si c'est possible. Ouais, ok. Parce qu'en fait, j'ai envie de revenir dans le Jura jouer. Et dans tous les cas, j'ai des festivals dans le Jura Ok. qui seront cet été. Et alors, quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans la musique aujourd'hui? Un jeune qui veut se lancer dans la musique aujourd'hui, je dirais déjà d'apprendre seul, d'essayer, parce qu'en fait tu as tous les moyens pour y arriver si tu as internet. Donc tu t'achètes un ordi, tu t'achètes une carte son, un micro, pas très cher, t'en fous. Le budget, t'es pas obligé de claquer des milliers et des cents dans des matos parce que ça sonne bien et tout. Non, fais avec le minimum que tu puisses, juste faut que ça sonne. YouTube à mort, des tutos pour apprendre comment du coup s'enregistrer. Si t'as la flemme de composer, t'as des millions d'instrus sur YouTube ou machin. Donc tu peux déjà essayer de poser ta voix sur des musiques qui t'appartiennent pas. Et jamais arrêter. Si c'est en fait ce qui te plaît, dans tous les cas, tu peux passer des heures et des heures. Mais ne pas attendre de se dire ah mais ouais mais soit j'ai pas les connaissances, soit j'ai pas le bon matos, soit ah mais je connais pas un tel qui tu vois pourrait m'enregistrer. Compte pas sur les autres parce que les autres ils ont d'autres choses à faire. Et soit tu vas payer très cher, mais toi tu vas rien apprendre. Donc vaut mieux apprendre dès le début pour ensuite, même moi là tu vois quand je parle avec les gens avec qui je suis au studio, on a le même langage parce qu'en fait je suis passé par toute cette étape d'apprentissage et du coup on va beaucoup plus vite même dans le processus de création. Alors que si j'étais pas autonome et que j'étais tout le temps dépendant d'eux, bah je manquerais beaucoup de choses, enfin je me sentirais beaucoup moins libre dans ce que je peux proposer. Enfin, en tout cas c'est ce que je recommanderais. Ok. Et alors pour cette dernière question, si tu devais résumer ton début de carrière dans la musique en un mot, ce serait lequel? Souvenir, hein. Ouais, souvenir. Parce qu'en fait, on s'est lancé dans cette aventure avec du coup Elliot et Antoine, mes deux meilleurs potes. Et en fait, Serum, c'est juste que des putains de souvenirs. Ouais. On se dit ça à chaque fois, on est les trois. Par exemple, on était au festival l'an dernier au VNB. On disait les mecs, mais ce qu'on vit, c'est un truc de fou en fait.
Donc on Clairement, vit ouais. juste pour des aventures. On a pris une caisse, on est parti du Jura pour aller dans Clio l'Ouest. 3. Clio 3, et en fait ça y va et on pourra s'en rappeler toute notre vie, tu vois. Et en fait limite je le fais pour ça, pour juste avoir bah, la tête des remplie de souvenirs à la fin et me dire que j'ai fait ça, cette aventure en embarquant mes potes Ouais. et j'ai vécu que des choses, enfin en tout cas que des choses qui changent du quotidien et en plus de ça qui sont de l'extrême joie quoi. Eh ben, merci. Bah merci D'avoir beaucoup accepté, pour l'interview, c'était génial. Notre invité. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. On arrive encore avec de plus gros projets. Merci à Gabin et à Yanis d'être là à la technique. Et on se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci.